Aujourd'hui, dans notre studio, j'accueille M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et alors, on vient de voir le reportage de ma collègue Clémence. Allez vous répondre à sa question. Donc, 3 mots pour définir donc, la croissance économique de la Chine. En fait, en 3 mots, il est difficile de trouver 3 mots clés. Mais en fait, simplement, l'économie chinoise est entrée dans une phase moyennement rapide, mais stabilisée. Est-ce que, donc, en fait, les difficultés actuelles dans le domaine de l'emploi reflètent la situation économique de la société chinoise actuelle? Pas tout à fait, parce que vu la situation de l'emploi des jeunes, surtout des diplômés d'université, on aurait plutôt facilement l'impression que l'économie chinoise ne va pas très bien. Parce que l'emploi des jeunes, effectivement, n'est pas aussi facile qu'il y a, par exemple, 3 ou 4 ans. Mais ceci est dû aussi à la restructure de l'éducation chinoise, surtout de l'éducation supérieure en Chine. Parce que, depuis quelques années, certaines disciplines ont recruté beaucoup plus d'étudiants qu'il y en faut. Et aujourd'hui, bien sûr, ces diplômés ont eu des difficultés à retrouver un travail qui convienne bien à leur goût et à leur niveau de salaire espéré. Si on parle de l'ambiance de l'économie en Chine, donc ce matin, le Bureau national des statistiques a annoncé les chiffres du PIB pour le premier trimestre de cette année. Et l'économie chinoise a obtenu une croissance de 6,7%. Et en fait, juste avant l'annonce de cet indice officiel, nous avons interviewé Madame Anne-Marion Bouchakour, responsable Chine du groupe Société Générale. Et je vous propose de l'écouter ensemble avec moi et Monsieur Ding. Je pense que c'est plutôt bon signe. En fait, je pense que pour nous, ça montre clairement que le gouvernement pense que la croissance est la priorité et que sans une croissance suffisante, ça sera compliqué de restructurer l'économie. Et donc, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un minimum de croissance et je pense que nous pensons que c'est bien. Et alors, la croissance économique est la priorité et aussi c'est un bon signe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, M. Ding? En fait, je pense que, vu les statistiques pour le premier semestre, l'économie chinoise va plutôt mieux qu'on l'attendait ou qu'on espérait. Parce que, effectivement, on sait que la croissance chinoise est en train de se ralentir. Donc, cela avait causé beaucoup d'inquiétudes sur la perspective de croissance. Mais en fait, si on regarde par exemple le passé, les statistiques des années précédentes, le premier semestre est souvent, en termes de taux de croissance, le semestre le plus lent. Le plus lent. Parce que le premier semestre, c'est souvent l'opportunité de grandes fêtes. C'est le nouvel an chinois, c'est d'abord le nouvel an, puis le nouvel an chinois, etc. Il y a à peu près plus de 15 jours de vacances, etc. Donc souvent les statistiques ne sont pas très bonnes pour le premier semestre. En fait, alors que cette année, déjà, on est arrivé à plus de 6,7% de croissance pour le premier semestre. Et facilement, on peut s'attendre à un taux de croissance plus robuste pour les 3 semestres à suivre. Oui, c'est exactement la question que je voulais vous poser. Donc 6,7%, c'est déjà atteint l'objectif fixé par le gouvernement chinois pour la croissance économique de toute l'année 2016, c'était entre 6,5 et 7%. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit, comme on l'entend souvent récemment, d'un bon début pour l'économie chinoise 2016? En fait, oui, et ce n'est pas seulement un bon début pour l'année en cours, donc pour 2016, mais aussi un bon début pour le 13e plan quinquennal. Parce qu'il ne faut pas oublier que 2016, c'est la première année du 13e plan quinquennal, c'est-à-dire de 2016 à 2020, et c'est donc un début encourageant. Et un autre indice qui a été dévoilé plus tôt cette semaine, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, est plus de 2,3% au mois de mars et plus de 2,1% pour le premier trimestre de l'année 2016. Et que peut-on tirer comme conclusion de ces statistiques?
ces statistiques montrent que finalement l'inflation est sous contrôle en Chine, mais tout de même il y a un peu d'inflation. En fait, il s'agit de savoir si l'inflation à cette période de développement et cette phase de développement est une bonne chose ou pas. En fait, je pense que l'inflation quelquefois est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'endettement et la croissance. En fait, s'il n'y a pas d'inflation, par exemple, l'inflation serait zéro, etc., l'économie fonctionnerait sous pression déflationniste. C'est la plupart des cas dans les pays développés dans ce monde. La plupart des pays développés sont menacés par une pression déflationniste parce que le taux d'inflation est tellement bas qu'il n'y a pas moyen de se désendetter plus rapidement. Alors qu'en Chine, on pense que ce niveau d'inflation au-dessous de 3% est approprié et convenable pour notre développement. Est-ce que la croissance du PIB et la croissance de l'IPC pourraient assurer une croissance stable de la Chine pour toute l'année? Je pense que oui. Pour toute l'année, on risque d'avoir un taux plus proche de 7% que de 6,5%. À partir du moment où, pour le premier semestre, on est déjà arrivé à plus de 6,7%. Et il y a aussi des rumeurs sur Internet qui disent que l'économie chinoise touche probablement le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? En fait, oui, mais c'est très difficile à dire. Quel est le fond? Où est le fond? Pourquoi y a-t-il un fond pour le ralentissement de l'économie chinoise? En fait, en anglais, on dit que c'est une forme de V, ou c'est une forme de L, ou c'est une forme de U. Mais en fait, je pense que ça ne reflète pas complètement à la situation réelle de l'économie chinoise, parce que l'économie chinoise, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une économie complètement uniformisée. C'est une économie très diversifiée. Et de ce point de vue, la Chine a quitté probablement la période de croissance très rapide, c'est-à-dire avec 2 chiffres. Et récemment, on parle souvent aussi de la réduction de production, c'est-à-dire pour à résoudre le problème de surproductivité. Donc, avez-vous des commentaires là-dessus? Comment on peut réduire la production en maintenant donc une croissance, voilà. Oui, en fait, oui. Apparemment, c'est contradictoire parce que d'une part, nous devons réduire la surcapacité de production dans beaucoup de provinces parce qu'il y a excédent de production dans le domaine d'acier, de ciment, de verre, etc., etc. Mais cela ne concerne principalement que quelques provinces du Nord, comme la province du Hebei, la province du Shanxi ou la Mongolie intérieure, etc. Alors que dans le sud de Chine, c'est ça, et dans le sud de Chine, la situation est totalement différente. Les provinces côtières ont connu un taux de croissance plutôt robuste depuis l'année dernière. D'accord. Elles ont un taux de croissance supérieur à 7%. Quelques provinces ont eu un taux de croissance supérieur à 8%, mais les provinces du Nord, donc c'est souvent des provinces productrices de ressources naturelles, elles ont été touchées par la chute des prix des matières premières et des ressources, etc. Donc leur taux de croissance est baissé jusqu'à 1,5% ou entre 1 et 2%. Effectivement, donc on sait que la Chine est un grand pays avec une population d'1,4 milliard même. Donc, ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut dire par exemple la croissance de l'économie chinoise, donc le moyen pour avoir la croissance est différent pour les différentes régions de la Chine? C'est ça. Vous avez raison de signaler que l'économie chinoise n'est pas une économie complètement uniformisée. C'est une économie très diversifiée. Et donc il y a toujours un besoin de rééquilibrage entre les régions, entre les différentes provinces, etc. Mais cette diversification assure aussi à l'économie chinoise la stabilité. Par exemple, les provinces côtières ont été sérieusement affectées par le choc extérieur que représente la crise financière internationale de 2008. Donc pendant 5 ou 6 ans, le taux de croissance était inférieur à 3% dans ces provinces côtières, alors que les provinces intérieures, à l'ouest, au centre, etc., des provinces productrices de ressources naturelles, ont eu un taux de croissance très fort.
même la marque intérieure, successivement, a eu un taux de croissance supérieur à 15%. Justement parce que c'est une province qui produit beaucoup de charbon, d'énergie, des ressources naturelles, alors que les ressources naturelles avaient un prix très élevé. Vous vous souvenez du prix du dollar à plus de 100 le prix du pétrole à plus de $100 au baril. Donc ces provinces ont bénéficié de la hausse des prix de matières premières, donc elles ont eu un taux de croissance très robuste, mais maintenant, à cause de la chute des prix de matières premières, etc., ces provinces se heurtent à des difficultés de croissance. Mais heureusement, nous avons des provinces côtières qui se sont revenues sur le devant de la croissance après une période pénible de restructuration. Maintenant, ces provinces se sont rattrapées et elles ont un taux de croissance convenable supérieur à 7%. Donc vous êtes plutôt optimiste sur la perspective de la Chine dans les années à venir? Oui, à moyen et à long terme, l'économie chinoise se présente bien. Elle a tous les atouts pour se bien comporter dans les années à venir. Et plutôt cette année, c'était au mois de mars, je pense, 2 des 3 plus grandes agences de notation internationales ont exprimé leurs attitudes non positives sur l'avenir de la Chine. Et Moody's, par exemple, et Standard & Poor's ont gardé la même notation, mais ont tous deux abaissé la perspective du crédit souverain du pays pour la faire passer de stable à négative, ce qu'on peut voir facilement sur l'écran derrière nous. Et pensez-vous qu'il s'agit d'une perception de la réalité qui soit exacte? En fait, ces agences de notation n'ont jamais fait de très bonnes prédictions sur le monde, sur l'économie, etc. Elles n'ont jamais été capables de prédire, par exemple, l'arrivée de la crise en 2008. Et donc, leurs notations sont d'une certaine manière douteuses. On ne doit pas accorder beaucoup de crédibilité à ces agences de notation que FMI, par exemple. Si on regarde les estimations du Fonds monétaire international, le FMI a réévalué l'estimation de la croissance chinoise vers le haut. C'est-à-dire que le FMI pense que dans les années à venir, l'économie chinoise aurait une meilleure performance, avec un taux de croissance plus relevé. Et sur le même sujet, donc, on a aussi interviewé Anne-Marion Bouchacourt, responsable Chine du groupe Société Générale, et on l'écoute ensemble. Notre point de vue sur l'économie chinoise, il est plutôt, on va dire, positif dans le sens où il y a potentiellement énormément d'opportunités encore de développement. Pour moi, la vraie question est, les réformes seront-elles faites réellement et jusqu'à quel point? C'est-à-dire, se contentera-t-on d'une partie des réformes ou ira-t-on vraiment au bout des réformes? Et je pense que c'est ça le vrai enjeu. Si la Chine va au bout des réformes, je suis très positive. Et alors, M. Ting, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? En fait, oui, je pense que la Chine a toujours besoin de la réforme. Mais seulement, c'est un peu compliqué que ça, parce que la réforme comment on peut expliquer cette réforme, alors? Cette réforme touche beaucoup de secteurs, mais touche une partie de régions de Chine. Par exemple, nous avons dit que les provinces côtières ont connu déjà leur restructuration. Elles sont parvenues à un taux de croissance approprié, et même robuste au point de vue national. Et les provinces du Nord ont eu des difficultés actuellement. Elles ont besoin d'engager une restructuration et une réforme des secteurs divers. Et je pense qu'après une réforme et une restructuration dans le Nord de Chine, ces provinces rattraperont le processus de développement bientôt et rapidement. Mais donc la question est que en cette période de la réforme, comment on peut maintenir une croissance stable pour l'économie chinoise? D'abord, l'économie chinoise est diversifiée, donc il faudrait harmoniser tout ça, le développement de diverses régions. En plus, il ne faut pas oublier que la Chine s'est engagée dans une coopération de partage de capacités de production industrielle avec d'autres pays, surtout avec l'initiative de la ceinture économique de la route de la soie et de la route maritime de soie. Et tout cela aide la Chine à exporter une partie de sa capacité de production industrielle, et l'investissement étranger à l'étranger
est d'une certaine manière efficace pour aider les entreprises chinoises à absorber sa capacité de production et à exporter une partie de sa production à l'étranger. D'accord, merci, merci Monsieur Dim, merci pour vos commentaires aujourd'hui.